Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu. Aujourd'hui, j'étais avec Yann. Salut Yann, Salut Mathieu, comment ça va? ça va toi? Oui, après un an de COVID, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je sais pas, j'ai eu un petit moment que j'étais moins en forme, mais là, on dirait que, je sais pas, on dirait que la fin s'en vient d'une certaine manière, là. Pas demain matin, mais je sais pas, je me sens un peu mieux, puis on a le goût de faire un podcast, là. Fait que c'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Ouais, ben, tu l'as dit, hein, ça fait un an déjà que le coronavirus, hein, le SARS-CoV-2, a vraiment comme mis le monde sans dessus, dessous, hein, upside down, comme on pourrait dire. Puis on s'est dit ben, que ça pourrait peut-être une bonne occasion là, de revenir un peu sur la dernière année, là, sur ce qui nous a marqué, l'impact qu'on trouve aussi du COVID sur notre travail, nos vies, etc. Là, parce qu'il faut se rappeler que à date, on est autour de 115 millions de cas globaux sur la planète et 2,5 millions de décès. Puis on dit que 10 à 15% auraient été hospitalisés. Donc on parle de 10 à 17 millions d'hospitalisations globales. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui ont été hospitalisés. Fait que c'est clair que ça a changé des choses. Toi, Yann, je sais pas, mais quand tu regardes en arrière, là, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans la dernière année? Puis selon toi, là, qu'est-ce qui va rester de tout ça, là? C'est une bonne question, Mathieu. Tu sais, chez nous au Québec, on est à la fin de la deuxième vague. La troisième, on l'attend. On ne sait pas de quelle amplitude, de quelle ampleur elle va avoir lieu. Mais c'est facile maintenant, après un an, d'avoir un regard un peu plus avec un certain recul de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que ça va avoir changé pour nous. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé là. Quand je regarde l'organisation de notre travail, la manière qu'on se protège, juste la dynamique avec les familles, la gestion, là, autant au niveau médical que paramédical des ressources humaines, toute la manière qu'on diffuse les informations scientifiques, tout ce qui a changé par rapport à ça, puis toute notre sélection de patients. C'est beaucoup de choses comme ça qui vient nous chercher puis qui est venu changer la donne là, pour nous là, aux soins intensifs. Puis pareil, partout dans le monde, je suis persuadé pour tous les médecins et le paramédical qui travaillent aux soins intensifs. Fait que c'est un petit peu ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui parce que ça fait du bien des fois, puis c'est une bonne chose des fois de faire un genre de retour en arrière pour mieux affronter ce qui s'en vient. Puis ce que je me questionne beaucoup, puis ce qu'on se demandait un petit peu en dehors des enregistrements, de dire qu'est-ce qui va rester de ça dans un an ou deux, 3 ans, 4 ans. C'est dur à dire, je sais pas, mais c'est sûr que ça va avoir changé euh, pour toujours la manière que les soins intensifs vont être. Puis, ne serait-ce que la reconnaissance de ce que c'est les soins intensifs. Hein? Je ne sais pas le nombre de fois dans ma vie, là, durant mes 15 premières années de pratique, que je me suis fait dire, ah, tu travailles à l'urgence? Non, je travaille aux soins intensifs. Les gens, maintenant, tout le monde connaît ça, les soins intensifs. Le monde connaît les ventilateurs, le monde connaît le nom des médicaments. Ils ont tellement entendu parler. Fait que maintenant, quand je dis que je fais des soins intensifs, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Toute cette nouvelle connaissance-là va avoir redonné un peu les lettres de noblesse à notre profession et surtout va avoir permis l'éducation du public par rapport à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ouais, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que on n'a jamais autant parlé de ventilateurs. On remonte d'un an, puis tout ce qu'on faisait parler, tout ce qu'on entendait dans les grands médias, là, c'était, mon Dieu, on va-tu manquer de ventilateurs? Puis au début, tu disais, ouais, vous avez aucune idée c'est quoi un ventilateur, tu sais. Puis là, un an après, j'en parle dans ma famille qui sont pas dans le domaine de la santé. Puis un ventilateur, ils savent c'est quoi. Ils savent même de quoi ça a l'air. Parce qu'on en a vu dans les grands médias. Ils savent maintenant c'est quoi que je fais aux soins intensifs. Ils savent c'est quoi. Euh, j- Ça, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Parce que les soins, tu sais, les soins intensifs, c'est un peu le cœur de l'hôpital, hein. Quand les soins intensifs marchent pas, l'hôpital peut pas marcher, le bloc peut pas marcher. Euh, Ça refoule partout, l'urgence, c'est tu sais, quand ça va très mal, les patients vont mal, faut que t'as pas le choix d'avoir des soins intensifs, tu sais, qui fonctionnent. Puis on a toujours travaillé un peu pas dans l'ombre, parce que dans le système, tu sais, les gens à l'hôpital, ils savent. Tout le monde sait c'est quoi les soins intensifs. Mais, tu sais, là, tu remontes d'un an et demi, là, avant là, qu'on parle de pandémie, puis qu'on parle de coronavirus.
Tu sais, là, quand t'admettais du monde, là, puis que les familles venaient aux soins intensifs, puis ça avait l'air de, ben, pas des touristes, mais mon Dieu, qui semblaient dépassés par les événements. Oui, oui, il se passait quelque chose de grave pour leurs proches, puis ça a un impact majeur, mais juste l'environnement, ils rentraient, il y a plein de machines, il y a plein de trucs, puis là, on leur disait, il y a un tube qui les aide à respirer votre proche avec une machine. Oui, bon, ok, on a nos protocoles pour rentrer dans l'hôpital, puis il faut s'habiller avec les EPI, puis et tout, mais ils ont ils ont un peu apprivoisé l'environnement qui pour nous est du day-to-day, là. Fait Oui, que, ouais, absolument. C'est vrai, ça. On n'a pas eu, nous au Québec, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir les familles au chevet. Il y a eu quelques périodes où est-ce qu'on a réintroduit les visites familiales. Et pendant le temps que les familles revenaient voir les patients, finalement, c'est entre les deux vagues, entre la première et la deuxième vague, là, que nos visites familiales étaient repermises. Ben, j'avais des patients qui étaient ventilés sur le ventre, puis ils n'avaient tellement vu à la télé, les familles, que quand ils arrivaient, puis ils voyaient ça, pas que ça les dérangeait pas, mais tu voyais justement qu'ils avaient vraiment apprivoisé ça et le fait de les voir intubés. Je veux dire, je voyais pas autant de détresse dans le regard des gens, mais plutôt comme un genre d'abnégation puis de reconnaissance de OK, ben oui, il est malade, c'est comme ça, puis il a besoin de ça. On a vraiment dit que ça a été un changement majeur au niveau de ce que les familles et ce que la population a pu comprendre du travail des soins intensifs, de la reconnaissance de ce que c'est, puis surtout de la gravité de la situation qui était prise par les familles et par la population d'une façon exemplaire. Hein. J'ai pas vu beaucoup de familles problématiques, de crises, de codes blancs aux soins intensifs ou autres situations là, qu'on aurait pu voir là, dans le passé. Là. Il y avait vraiment beaucoup de respect et d'état, si on veut, solennel de la part des familles. Fait que ça, je pense que ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué puis qui a vraiment beaucoup changé là, dans la dernière année. Puis j'ajouterais à ça aussi que euh, on se le cachera pas, dans les médias puis dans la population, il y a une grosse différence entre ce que les médias et la population pensent des docteurs. Et avant la crise de la COVID, on avait beaucoup de ce qu'on appelle le docteur bashing et on le sent beaucoup moins maintenant. Euh, tu sais, peut-être que des fois, on peut avoir l'air un peu bébé, puis on veut pas trop se faire bâcher dans les médias, mais tous les docteurs que je connais, puis pas juste les médecins, là, tout le paramédical, tous les infirmières que je connais, tout le monde travaille fort, mais fort, fort, fort. Puis de se faire démolir dans les médias jour après jour pendant des années, c'est pas bon pour le moral. Ben, au moins, ce qu'eux appelaient les anges gardiens, les infirmières, au début de la pandémie, puis tout le respect que maintenant il est accordé, ben ça fait du bien parce qu'au fond, on travaille tellement fort, tout le monde travaille tellement fort que c'est juste un minimum qui est vraiment agréable et acceptable de sentir ça. Fait que ça, je trouve qu'il y a eu un gros changement aussi au niveau des médias. C'est sûr que ça va revenir. C'est sûr que le salaire des médecins va revenir dans les médias dans les prochaines années. On s'en sortira pas. Mais au moins, on sentait un support de la population et surtout des médias traditionnels, ce qui, je pense, a fait du bien à beaucoup de monde d'avoir ça. Puis il y a beaucoup de docteurs, en tout cas au Québec, puis je suis persuadé partout dans le monde, qui ont pris la balle au bon. Euh, je pense à un de nos médecins, nous, dans le CIUS de l'Est, le docteur François Marquis, qui a fait les médias, le tournée des médias, qui a expliqué, qui a dédramatisé, qui a vulgarisé. Alors, et on en a vu plein là, dans le CIUS du Nord. On a eu des microbiologistes, Carl Weiss, qui a fait la même chose. C'est vraiment nécessaire et important. Et c'est venu probablement, pour la plupart, là, si on oublie tous ceux qui peuvent être conspirationnistes sur les bords, mais pour la plupart des gens, c'est venu rassurer tout le monde et c'est venu aussi informer et accepter l'information scientifique par la communauté scientifique envers le public. Puis ça, c'est une bonne chose parce que quand le public a confiance en la communauté scientifique, ben c'est plus facile de respecter les mesures de la santé publique et les mesures gouvernementales. Fait que ça, j'ai trouvé que ça a été un des éléments marquants de ce qui a changé dans la dernière année. Puis j'en suis extrêmement content et extrêmement fier. Puis je dis merci à tous les médecins qui ont pris, comme je disais tout à l'heure, la balle au bon là, dans les médias pour prendre de leur temps et de leur énergie pour expliquer à tout le monde ça. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Là. Puis je suis content de ça. ouais, c'est un bon point que t'apportes. Puis je vais renchérir un peu, je vais prendre la balle au bon, hein, si tu me permets. Puis tout ce travail que tous les collègues ont fait là, dans les grands médias, ça a amené aussi une certaine réflexion, je pense, qui est nécessaire, qui n'est pas toujours fait, mais je pense, on n'a jamais autant parlé de niveau de soins.
autant d'intensité de traitement également. Ne serait-ce que quand on a commencé à évoquer le protocole de priorisation le national, euh, jamais, c'est sûr que, bon, je me considère un petit peu plus âgé là, avec de l'expérience, mais bon, assez jeune si T'es on... encore jeune, t'es encore jeune. Mais T'as pas de rides? mais j'ai gagné beaucoup de cheveux blancs dans la dernière Ah, année. OK. Ça, là, un effet secondaire de la pandémie. Puis, mais bref, ce qui me fait... tout ça pour dire que je me souviens pas qu'on ait parlé niveau de soins au téléjournal ou aux grandes nouvelles là, de 17-18 heures, là, aux grandes heures de grande écoute. C'était la première fois que je voyais ça. Puis ça, je pense, c'est une chose extrêmement positive parce que les niveaux de soins, faut qu'on en ait tous. Faut qu'on ait tous des directives médicales anticipées ou faut que toutes les familles soient maintenant au courant. Tu sais, on en a déjà parlé souvent hors micro puis entre nous. Tu sais, je suis convaincu que tous nos auditeurs, ça va ça les touche, ça leur ramène à des situations où on aurait donc dû parler du niveau de soins avant. Tu sais, pourquoi c'est rendu aux soins alors qu'il est intubé ou faut que je l'intube en catastrophe, que là, faut fouiller pour le niveau de soins, faut appeler en catastrophe la famille, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'intube, on l'intube pas, tu sais? J'espère vraiment que tout ça va amener une réflexion puis va permettre que dans un an, ben, on a moins ce genre de situation-là parce que tout le monde va être plus à l'affût de ça. Absolument. Puis la situation, la question des niveaux de soins plutôt, je devrais dire, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et fluide dans le temps. Et là, c'est la première fois, comme tu dis, que je pense que ça venait vraiment en parler ou me le mettre dans le langage populaire. Alors, je pense qu'après la pandémie, il va falloir continuer là-dessus parce que les niveaux de soins, l'importance des niveaux de soins, comme tous ceux qui le savent, qui font des soins intensifs, ben, c'est plus que nécessaire de pouvoir bien mettre ça en place rapidement et adéquatement. Et maintenant que la population connaît un peu mieux ça, ben, ça va être à nous de continuer cette information-là. Parce que quand le COVID va passer, ben, les malades aux soins intensifs vont continuer. Peut-être que les maladies ne seront pas aussi sévères que ce qu'on a connu là. Il va y avoir des variantes à faire, mais d'une certaine manière, c'est un bon premier pas, je pense. Mais c'est un processus qui va être encore très, très long. Sauf que là, le premier pas est fait. Alors, effectivement, c'est un très bon point, ça, Mathieu. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui a vraiment beaucoup changé cette année, c'est tout ce qui est de la diffusion d'informations scientifiques. Hein? Maintenant, on a Internet, maintenant, on a les podcasts. Pendant longtemps, il y avait juste les articles scientifiques qui permettaient de diffuser l'information. Les congrès se sont ajoutés après. En fait, il y a toujours eu des congrès, mais ils se sont démocratisés au fil des 20, 30 dernières années. Il y a eu de plus en plus de congrès. Internet, comme vous le savez, nous permet la diffusion de l'information. Le FOAM, hein, ce que vous écoutez avec nous, puis ce que les anglophones ont parti déjà depuis plus de 15 ans. Mais franchement, pendant le COVID, la diffusion de l'information a changé. Je pense qu'il y a eu des ratés. Il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'informations. Difficile à gérer, pas capable de reviser par les pairs. Tout le monde voulait son moment de gloire. C'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. On était dans une situation de pandémie. Fait que je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il fallait transmettre l'information. Il fallait diffuser le plus possible. Il fallait surtout voir ce que nos collègues ailleurs faisaient. On en a parlé dans d'autres podcasts. On s'est basé beaucoup sur ce que les Chinois ont fait, les Italiens ont fait, les Américains ont fait. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Après ça, l'Amérique du Sud est venue chercher un peu de ce que nous, on avait fait parce qu'ils ont eu les vagues après. Donc, qui avait la vague en premier déterminait un peu l'orientation des traitements. C'est parfait. Mais cette diffusion d'informations-là a été spécialement complexe et à la fois facile aussi par la diffusion, par exemple, je pense juste à Twitter. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça et je ne sais pas qu'est-ce qui va en ressortir, comment ça va se propager dans les années à venir, surtout qu'on va être capable de refaire un peu plus d'études d'une façon un peu plus standardisée, là, parce qu'on va avoir le temps. Hein. Comme vous le savez, dans le COVID, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais ça, il y a quelque chose qui a vraiment changé là-dessus. Puis je sais qu'on a eu pas mal de discussions là-dessus, toi et moi, Mathieu, mais il y a vraiment, par rapport au raté, tu avais une bonne vision des choses en voulant de mettre toutes les données en commun. Fait que peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qu'on s'était parlé dans les derniers Ouais. jours? Là, c'était vraiment intéressant de penser en fonction de l'intelligence artificielle puis de la collecte de données mondiale, là, parce que on est capable de le faire. Là.
Ouais, ben, tu l'as dit, l'information, c'était diffusé à un pace qu'on n'a jamais vu, là, tu sais. Puis moi, ça m'a amené à réfléchir un peu sur la recherche. Puis tu sais, je suis zéro, je suis pas dans une unité de recherche. Je fais pas de la recherche pointue, rien, là. Mais peut-être que je me trompe totalement, mais il me semble que c'est une occasion à demi ratée. Tu sais, on regarde là, les grosses études dernièrement comme les plateformes là, adaptatives comme Recovery ou RemapCap. Mais il me semble que je trouve que c'est une des bonnes choses qu'on pourrait tirer de la recherche. Tu sais, on est capable d'adapter des traitements, puis se poser des questions, puis faire de la recherche un peu plus adaptée. Mais tu sais, on l'a dit en entrée de jeu, il y a 115 millions de cas dans la planète dans la dernière année, 2,5 millions de décès, puis on parle de personnes hospitalisées en 10 puis 17 millions. Je peux pas croire qu'on se fie sur des études de 2 3 4 500 patients alors qu'on a une quantité phénoménale de données. Tu sais, là, si on faisait une étude de 17 millions de patients, là, je veux dire, la puissance statistique, elle serait là, tu sais. Je, je me dis, est-ce qu'il faudrait qu'on se serve de ça puis qu'on se dise, est-ce qu'on pourrait pas comme pooler toutes les données, tu sais, mettre ça dans une seule et unique base de données euh, mondiale, puis je suis conscient que ça ferait de la donnée comme infernale, là, ça serait, c'est trop gros, fait que d'où l'utilisation de la nouvelle technologie qu'on a qui est l'intelligence artificielle, tu sais. Est-ce qu'on serait capable de pooler toutes ces données-là, utiliser l'intelligence artificielle, puis elle pourrait nous dire, hey, écoutez, là, avec les 100 quelques, 100 quelques centaines de milliers de cas que là j'ai analysés, ben, tel biomarqueur qui évolue de telle façon veut dire telle affaire, tel traitement, ça semble pas fonctionner, tu sais. Je sais pas, je me dis, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a eu plein de petites recherches par-ci, par-là. Il y en a qui se sont accrochés à leurs études de 30 patients qui en manquaient la moitié. Tu sais, je pense à l'hydroxychloroquine, par exemple. Puis, tu sais, je me dis, il me semble Ouais. qu'on a raté un peu on a raté Hmm. un peu le bateau. Je dis pas qu'on l'a raté au grand complet, mais il me semble qu'on pourrait se servir de ça puis revoir nos façons de faire. Absolument. Moi, je regarde ce qui s'en vient en radiologie, là, puis on le voit là, avec toute la mise en commun de tous les résultats de scan de 20, 30 ans, puis être capable de déterminer si un nodule va devenir cancéreux, dangereux. On aurait pu faire la même affaire. En fait, non, c'est pas vrai. Je pense pas qu'on aurait pu faire la même affaire pour le COVID, mais je pense que pour l'avenir, on pourrait le faire. Faisons juste penser à, par exemple, de se dire, euh, les docteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Il y en a qui mettaient, par exemple, la thromboprophylaxie simple, la thromboprophylaxie double. Il y en a après un certain niveau, par exemple, de sévérité de maladie, de dédimère, mettaient une anticoagulation standard, thérapeutique. Ça serait facile sur les 15 millions de personnes hospitalisées d'être capable d'aller chercher ça, puis une intelligence artificielle évalue ça, puis voit qu'est-ce qui était la bonne chose à faire, puis qu'est-ce qui a amélioré le pronostic? C'était quoi la mortalité chez ces patients-là? Même chose sur le décadron, puis la CRP, par exemple, de faire ce genre de corrélation-là, le moment d'intubation, par exemple. On a vu là, ce que la SCCM a sorti, là, je donne les chiffres là, de mémoire, mais quelqu'un qui est intubé, qui a des amines, puis qui a une thérapie de remplacement rénal, puis il a plus de 75 ans, il est à 80% de mortalité plus. Là. Donc, on est capable d'avoir ce genre de chiffre-là. On serait capable de voir par rapport, par exemple, au timing d'intubation. Alors, je pense que pour la COVID, on était pris de court, naturellement, mais de commencer à penser à organiser ça pour le futur, pour les prochaines pandémies, parce que ça se reproduira peut-être pas de sitôt là, d'avoir 15 millions de patients hospitalisés pour la même pathologie en même temps dans la même année. Je veux dire, c'est un trésor inestimable. Puis on va pouvoir faire peut-être l'exercice là, en rétrospective. Là. Mais ça aurait été bien de l'avoir de façon actuelle et prospective. Alors, je pense que ça serait bien de le faire. Maintenant, on sait que c'est pas dans tous les pays. Écoutez, je pense que le Canada, c'est un pays qui est assez avancé au niveau médical. Nous, au Québec, on serait même pas capable de le faire parce
On n'a même pas de système informatique digne de ce nom qui peut évaluer ces informations-là. Donc, il faudrait que ça soit quelque chose de central, de cloudé, puis qu'on rentre les trucs manuels, parce qu'on n'a pas ça déjà automatique. Il y a certains hôpitaux qui l'ont, mais c'est pas tous les hôpitaux qui l'ont. Alors, il faudrait un travail là, ça serait difficile, ça serait probablement fait par les médecins, les résidents, peut-être les infirmières-chefs qui rentrent toutes les informations, mais c'est pas impossible à penser. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose. Et si ça peut sortir de positif là-dedans, je pense que ça serait une très, très bonne idée. Puis effectivement, je pense qu'avec la masse de données qui sortirait de là, il faudrait une certaine intelligence artificielle, comme tu l'as dit. Mais tout ça pour dire que notre manière de nous informer dans la dernière année a changé. Qu'est-ce qui va en rester? Je ne le sais pas vraiment. Je pense que l'information roulait déjà très vite avant le COVID. Maintenant, l'information s'est accélérée à vitesse exponentielle, pour le meilleur ou pour le pire. Il va falloir trouver qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien, pas refaire les mêmes erreurs, puis se servir de ce qu'on a fait de positif là-dedans. Parce que c'était assez incroyable de voir à quelle vitesse qu'on pouvait changer nos thérapies rapidement sur des pseudo-études ou même juste de l'information, de discussion entre des collègues de différents pays en une journée. Là, ça pouvait changer. Vraiment intéressant à ce niveau-là. Tu as d'autres choses que tu as trouvées, Mathieu, qui ont changé dans la dernière année? Ben, tu sais, on parlait de l'information, puis on parlait de la visite des familles, tu sais, veut pas, ça a un impact sur l'organisation du travail, là, tu sais, veut pas, parce que le fait que les familles viennent moins, ben, on a ajusté les horaires, tu sais, on a changé nos façons de faire aussi, puis l'information, pourquoi je dis ça change notre organisation de travail, c'est, tu viens de le dire, on a évolué de façon rapide nos traitements, nos façons de faire. Il a fallu, tu sais, des fois, on a, tu sais, on parlait de la PRV, TCAV, là, tu sais, il y a des modes de ventilation qui ont été différents. Il y a la position ventrale qui n'était pas nécessairement fait partout, qui est devenue quasiment, qui s'est déployée là, dans des centres qui en faisaient pas. Fait que veux pas, ça a un impact sur ton organisation de travail. Fait que, tu sais, je trouve que on travaille différemment. Ouais, on travaille différemment, oui et non, tu sais. On fait encore la même job, on la fait toujours aussi bien, du meilleur qu'on peut, avec les connaissances les plus à jour qu'on essaie d'avoir, tu sais. Mais, veux pas, les moments de pause, des fois, les couvertures de pause sont différentes, la façon de travailler, des fois, tu sais, on travaillait en équipe, là, zone chaude, zone froide, ou tu sais, interne, externe. On regroupait, par exemple, des interventions ou des médicaments, ou tu sais, on faisait, on ajustait des heures, des fois, qui n'étaient pas nécessairement optimales pour l'administration des médicaments ou l'administration des interventions, mais on essaie de les regrouper pour que on protège notre monde n'ait pas besoin d'aller à toutes les 15-20 minutes dans la chambre. Tu sais, dans le temps, tu pouvais. Tu sais, il n'est pas en ISO, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Là, il fallait prévoir avant de rentrer, bon, je vais avoir besoin de quoi, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais manquer de soluté dans les deux, mettons, la prochaine heure et demie, parce que je prévois peut-être pas nécessairement re-rentrer, tu sais. Fait qu'il y a toute cette organisation de travail, je trouve, qui a changé un peu là, dans la dernière année. C'est une façon de réfléchir différente. Oui, absolument. Puis dans cette organisation de travail-là, il y avait les EPI, donc l'équipement de protection individuelle. Je me souviens tellement au début de COVID à quel point que ça stressait tout le monde, puis maintenant c'est rendu tellement intégré. Ça, personnellement, j'espère que ça va rester. J'espère que cette surprotection-là qu'on s'est fait qui était nécessaire dans le COVID va quand même rester au niveau des patients qui seront pas nécessairement avec autant de besoins d'isolation, mais de garder cette rigueur-là, de se laver les mains avant, après et de se protéger. J'ai peur un peu à un effet rebound. Je l'ai vu un peu dans mon unité lorsqu'on était en deux vagues puis qu'on avait des patients froids sans aucune isolation. Je veux dire, c'était quasiment le party. On était content de rentrer dans les chambres avec rien, juste en se lavant les mains avant. Alors, c'est un peu risqué, là. J'espère que ça va pas faire un effet rebond qui va faire qu'on va un peu moins se protéger. Je pense pas. Je pense que c'est rendu assez intégré, en tout cas pour la génération de médecins et de paramédicales qui travaillent là. Il va falloir voir dans 5 ans ceux qui n'auront pas connu le COVID, qui vont arriver dans le milieu, s'ils vont être bien influencés par ceux qui sont déjà en place. Mais je pense que par rapport à l'organisation de travail, les EPI, c'est vraiment venu changer quelque chose. Puis tout à l'heure, tu parlais un peu des visites familiales. Puis moi, ça m'a vraiment fait réaliser
au cours de la dernière année à quel point que les familles sont nécessaires. Tu sais, c'est sûr que tout le monde a connu des familles difficiles. Tout le monde a connu les familles qui surveillent tout, qui prennent quasiment en photo tout ce qui se passe, qui second guess, là, qui sont toujours en train de remettre en question tout ce qui est fait, mais c'est minimal à comparer du bien-être que les familles peuvent apporter. Puis pas juste en termes de soins, puis en termes d'aider le patient, mettons, à s'asseoir au fauteuil, juste à aider à réduire le délirium, pas juste ces choses-là, là. Juste des fois de nous dire, oh, je regarde mon père, je regarde ma mère, puis il n'est pas comme d'habitude, puis il dit pas les mêmes choses. Puis quand il y a une barrière de langage aussi, je sais que dans mon hôpital, on a beaucoup de, c'est très multiethnique, donc des fois les barrières de langage, ça nous aide. Des fois, ils ont des dialectes. Nous, c'est un hôpital italien, donc il y a les dialectes de la Sicile. Il y a, tout dépendant de différentes régions. Alors, quand les enfants comprennent mieux ce que les patients disent, ça nous aide de savoir s'il est vraiment délirieux ou non, non, il est comme d'habitude. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est pas que ça l'a changé. Je pense qu'on le savait, mais c'est vraiment venu nous mettre bien en évidence que les familles aux soins intensifs sont nécessaires et utiles. Donc ça, nous, on est encore en stade. Là, présentement, on est encore en zone rouge, donc on n'a toujours pas de visite familiale. J'ai hâte que ça revienne aux visites permises, là. Alors ça, je pense que ça va aider, puis ça va faire prendre conscience, parce que des fois, c'est vrai que les familles sont lourdes. Il faut pas se le cacher. Puis des fois, ça alourdit le travail des infirmières. Mais je pense que maintenant, c'est venu redonner, encore une fois, comme des lettres de noblesse. Les familles sont importantes, puis ça va faire plaisir à tout le monde de revoir les familles arriver. Puis pour le côté humain, ça, on se le cachera pas là, de personne qui est toujours tout seul. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, toi et moi, Mathieu. Mais le côté humain, puis ne serait-ce que pour ne pas mourir seul, là, je veux dire, pour toutes ces raisons-là, je pense que la présence des familles, ça, c'est vraiment venu aider. On n'avait pas le choix, je pense, de lever les visites familiales, mais ça nous a vraiment fait réaliser à quel point que les familles étaient importantes. Puis tu sais, là, tu parles des familles, tu viens de mentionner, là, il y a des patients qui sont morts seuls, tu sais, ça a un impact aussi sur les soignants, tu sais, tu passes plusieurs jours à s'occuper du Mhm. patient, finalement, puis tu, tu le vois mourir, ben, tu l'accompagnes pratiquement à mourir Tu le vois seul. dépérir, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, ça a un impact sur les gens, sur les soignants. Tu sais, ça, on en a parlé beaucoup. Mais il y a un des impacts aussi, c'est, selon moi, ça amène un stress, puis ça amène un fardeau sur les différents membres de l'équipe. Des fois, ça peut amener au burn-out, ça peut amener au congé de maladie. Le fait on parlait de réorganisation de travail tantôt, mais des fois, ça va te prendre peut-être 2 fois plus de personnes pour faire la même chose, vu que tu n'as Mhm. à l'intérieur, tu n'as à l'extérieur. Fait que, question de ressources humaines aussi, veux pas, ça a été un gros challenge, je pense, dans la dernière année. Puis, tu sais, j'en profite vraiment pour lever mon chapeau là, à tous les gens. Tu sais, ça a toujours été dit, puis mais je pense qu'entre nous, faut qu'on se tape sur l'épaule puis qu'on se dise tout, tu sais, comme gang, comme, comme, euh, comme communauté de soins critiques, de soins intensifs, je pense vraiment, là, on l'a eu rough, mais chapeau à tous parce qu'on a relevé le défi. On avait le défi, puis on l'a relevé, je pense, haut la main. Puis même si c'était dur émotionnellement, dur humainement, là, moi, je voulais profiter de l'occasion pour le mentionner là, en ondes, là. Ouais, c'est un bon point. Tu sais, les ressources humaines ont été la pierre angulaire, en tout cas, nous, au Québec, au Canada, la pierre angulaire, j'imagine que c'est le même pour beaucoup d'autres pays. Euh, une chose est claire, c'est que moi, je peux pas parler pour mon hôpital parce que ça n'a pas été le cas. Notre équipe médicale a été en santé. Alors, on n'a pas perdu personne dans l'équipe médicale. Mais je sais que dans d'autres hôpitaux, pas très loin de chez nous, ils ont eu besoin d'aide de médecins qui étaient vraiment pas entraînés aux soins intensifs ou très légèrement entraînés aux soins intensifs ou qui en ont fait durant leur résidence. Puis maintenant, on était 10 ans plus tard, puis ils travaillaient depuis 10 ans sans avoir fait des soins intensifs. Alors, quand au début, je parlais que les soins intensifs ont repris des lettres de noblesse, je pense que c'est venu un peu expliquer aussi, pas expliquer, mais c'est venu un peu redémontrer que d'être entraîné pour les soins intensifs, c'est hautement important. Puis les gens qui sont venus aider aux soins intensifs, qui n'étaient pas entraînés pour ça et qui l'ont fait avec l'aide de réels intensivistes ou de médecins qui sont bien formés et bien à l'aise de ça, tu voulais lever ton chapeau pour des personnes, mais bravo à ceux aussi qui ont fait ça parce que c'est pas facile, hein?
on le voit, là, des fois, j'entends par des collègues qui font pas de soins intensifs qui disent, mais comment vous faites? Je serais pas capable de faire votre job, je serais pas capable de faire ça. Tout le monde est instable, tout le monde désature. Donc, ça a été quelque chose de pas facile. Puis, même affaire pour les infirmières. Là. Nous, on appelait ça les infirmières juniors et seniors. Alors, on avait les expertes ou les juniors. Là. Donc, c'était des infirmières qui venaient de cliniques externes, de blocs opératoires, de salles de réveil, qui avaient une certaine euh, capacité de gérer ces cas-là, mais pas au point de ça. Puis moi, j'ai même vu des infirmières avoir beaucoup de difficultés à dealer avec la lourdeur et la longueur des maladies des patients hospitalisés et des 3, 4, 5, 6 semaines de patients aux soins intensifs complètement déconditionnés. Ça venait beaucoup les toucher. Alors ça, je pense que la gestion des ressources humaines, on en parlait en masse, mais ce côté-là de gestion de ressources humaines, je pense qu'il est vraiment venu changer pour toujours ce côté-là. Puis ça m'amène en même temps, en tout cas, le dernier point que je voulais apporter, c'était pour toute la sélection de nos patients. On en a déjà parlé là, du protocole de priorisation des soins intensifs. On n'a même pas eu à l'utiliser, j'en suis bien content, mais c'est pas à ce niveau-là. C'est d'aller vers la réflexion de dire tous les patients qui n'ont pas été opérés, tous les patients qui n'ont pas eu d'endoscopie, tous les patients qui n'ont pas vu leur médecin, tous ceux qui ont eu peur d'aller à l'hôpital, puis qui ont développé un infarctus, deux infarctus à la maison, qui l'ont toffé à la maison, puis que présentement, ils ont une fraction d'éjection à 15%, mais qui vont pas si mal, bien, au prochain rhume, ils vont faire un OAP, ou pour celui qui était stade 1 sur un polype, puis qui, quand il va se présenter à l'hôpital dans un an ou deux, il va être rendu stade 3 sur un cancer qui va en métastasie. Toute cette sélection de parents-là, de patients-là qu'on a mis le COVID en priorité en oubliant ces patients-là. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé, que j'en suis persuadé qui a changé parce qu'on en a vu un petit avant-goût entre les deux vagues. On a vu des patients arriver malades, encore plus malades que d'habitude durant notre été à nous. Là, c'était durant l'été, l'entre-deux vagues. Mais je pense que dans la prochaine année, dans les prochaines années, on va voir ça. Et ça va avoir changé. Quoi? Parce que je crois qu'au Québec, là, si je me trompe pas dans les chiffres, il y a eu 30% moins de cancers de diagnostiqués en 2020. Là, il n'y a pas eu 30% moins de cancers, là. Il y a eu 30% de moins de gens qui se sont pointés à l'hôpital. Alors, ça va exploser, là. Donc, ça, c'est quelque chose qui va changer. Puis, s'il y a quelque chose qui doit changer de ça, c'est il va y avoir une pandémie là, dans, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans. Il va falloir faire attention à ces gens-là et revoir la manière qu'on a fait ça. Tout le monde a fait ce qu'il pensait qui était bien. On a mis des hôpitaux chauds, des hôpitaux froids. On a délesté. On devait le faire parce qu'on n'était pas prêt. Mais ça, il va falloir trouver une manière que ça change pour le mieux et que ça se reproduise pas. Et ça va être un défi immense pour le futur et pour le système de santé. Parce que pour les gens de soins intensifs, ce qui nous concerne, si le monde pense qu'après la troisième et quatrième vague, qui est standard dans toutes les pandémies, donc du moins la troisième vague qui est toujours plus grosse que la quatrième, quand on regarde l'épidémiologie de ça, si on pense qu'on va se reposer après la troisième vague, je ne pense pas. Donc, on va être bombardé de ce genre de patients-là. Ça va être possiblement un autre genre de catastrophe de santé publique d'une certaine manière. Ben, c'est un bon point que t'apportes, tu sais, et puis je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'avait pas le choix de sélectionner, prioriser là, les soins COVID si on veut, d'une certaine façon, puis le délestage était essentiel, je pense. Mais il y a eu des effets pervers, je pense que tout le monde est au courant de ça. Puis le point que tu amènes, tu sais, oui, il touche les soins intensifs, mais je pense que ça va être une réflexion plus générale. Ça va Oui, être comment on va prioriser nos soins. Comment on va prioriser les soins, pas nécessairement les soins intensifs, mais les soins, tu sais. Est-ce qu'on va dire, on n'annule pas les chirurgies urgentes oncologiques, tu sais, est-ce qu'on dédie des corridors de service, est-ce que pour la prochaine pandémie, on décide de faire un petit peu comme il s'était fait en Chine, où ce qu'on va construire littéralement, ou faire des hôpitaux de fortune pour ces pathologies aiguës-là, tu sais. On pense par exemple à l'équipe DART là, de l'armée canadienne, là, qui vont dropper dans des zones de sinistre, puis en l'espace de quoi, je pense, 48 heures, il y a un hôpital fonctionnel avec un bloc opératoire. Tu sais, est-ce oui, qu'on pourrait s'inspirer de ça pour prévoir la réponse à la prochaine pandémie? Tu sais, est-ce qu'on pourrait prévoir des plans d'action pour être capable de traiter les pathologies aiguës nouvelles de cette pandémie-là dans des oui, hôpitaux? Je vais dire de fortune, parce que je vais le dire entre guillemets, là, mais tu sais, oui, des hôpitaux,
des hôpitaux non permanents. Oui, absolument. C'est pas quelque chose qui a changé, mais quelque chose qui va devoir changer pour penser à ça. Et là, ça va être à notre ministère, à nos gouvernements de réfléchir à la bonne manière. Est-ce qu'on va devoir fermer des régions complètement pour les garder froides, puis peut-être tout rapatrier les chirurgiens oncologiques dans ces endroits-là? Parce que dans une même région, en tout cas, si je regarde Montréal, où est-ce que je travaille, c'est quasiment impossible. Tu peux pas dire on veut garder un hôpital froid. Il y a toujours quelqu'un qui va rentrer puis qui va contaminer. Alors que si on ferme des régions, puis on se dit que les périphéries de Montréal peut rester le plus froid possible et opérer en fermant littéralement la région. Je sais pas, là, je dis ça comme ça, là, ça veut pas dire que c'est ça la bonne raison, mais la bonne manière plutôt. Mais il va falloir penser à une manière de changer ça. Ouais, parce que je suis d'accord avec toi aussi qu'on va avoir comme le retour de vague, si on veut, hein. Le retour de vague COVID, là, on va tout rattraper ces patients-là. Tu sais, on l'a vu, là, chez nous, on l'a vu. J'ai jamais eu autant de péritonite ou de perforation digestive là, qui ont entraîné des chocs septiques en péritonite. Tu sais, on en voit toujours de temps en temps, mais là, écoute, ça pouvait être 3 à 4 par semaine parce que des patients qui attendaient, qui avaient des maux de ventre, puis finalement, ça finit par perforer. Fait que, combien de familles me dit il voulait pas aller à l'hôpital, il avait peur d'attraper le COVID, il voulait vraiment pas aller à l'hôpital. C'était sans arrêt à se faire dire ça. Et je suis persuadé que ça a été partout de même sur la planète, malheureusement. Écoute, Mathieu, c'était bien. On fête le 1 an de COVID. Je sais pas si c'est vraiment une belle fête, là, mais bonne fête la COVID, là. Mais non, je pense que ça a été bien après 1 an, d'essayer de se donner une petite réflexion à ce niveau-là. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être dans 1 an. Ouais. Ça va être quoi notre réflexion? Est-ce que la vaccination va avoir réduit l'intensité de la maladie au point tel où est-ce que ce qui va avoir changé dans la vie va être derrière nous, puis la vie va avoir repris le dessus? J'entends beaucoup de gens dire que la vie sera plus jamais pareille. Je pense que la nature humaine va vouloir reprendre son cours à toutes les fois qu'il y a eu des grandes catastrophes dans l'humanité. On a repris notre vie selon notre mode de vie ancien. J'espère, hein? J'ai hâte de reprendre une vie normale. Pour ce qui est des hôpitaux, ça va probablement être un peu retardé, mais pour l'instant, je pense qu'on a fait un bon résumé aujourd'hui de qu'est-ce qui a pu changer dans nos hôpitaux puis dans notre système de santé depuis la dernière année. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes habituelles. Si vous avez des choses à ajouter sur Twitter ou sur notre Facebook, gênez-vous pas pour le faire. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Gênez-vous pas pour participer avec nous. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye Mathieu. Bye Yann. Bye tout le monde. Attention à vous autres. Ciao. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.